10 raisons de vivre et une de mourir en stoïcien. Bon, ce ne sera pas un exposé objectif, mais plus humblement, une espèce de témoignage. Un témoignage sur l'influence que le stoïcisme a eu pour moi, dans ma vie. Alors, d'abord, c'est une philosophie du bonheur, et j'ai été sensible à l'exemple inspirant, dire d'abord crédible, le portrait crédible et inspirant qui se dégageait de ces personnages, de ces personnes que sont Épictète, Marc Aurèle ou Sénèque, à la lecture de leurs œuvres. Crédible et inspirant, représentant une certaine idée de ce qu'est la vie accomplie. Donc, on peut résumer sous ce terme, le bonheur. Parce que chez eux, envers et contre tout, il s'agit d'être heureux, de faire bonne figure face à l'adversité, de rayonner sincèrement dans l'obscurité, malgré l'obscurité. Même en temps de crise, donc. Le stoïcisme est pour moi une philosophie pour temps de crise, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Elles ont été nombreuses pour moi. Sans attendre qu'une solution nous vienne de l'extérieur, car l'extérieur, vous le savez, pour les stoïciens, c'est tout ce qui ne dépend pas de nous. Donc on ne fait pas dépendre son bonheur du petit bonheur, la chance, justement. On essaie d'en avoir autant que possible la plus parfaite maîtrise, en faisant notre part. Notre part, c'est-à-dire nous occuper de tout ce qui dépend de nous, à savoir essentiellement la maîtrise de notre esprit. Courageusement, que ce soit d'abord en ce qui concerne donc l'usage que nous faisons de notre esprit, mais l'usage que nous faisons de notre vie à travers cet usage de l'esprit, pour notre propre santé physique, mentale, spirituelle, pour nos vies privées, donc au niveau individuel, et au niveau collectif, pour nos vies familiales, professionnelles, nos engagements politiques éventuellement. Il me semble qu'il y avait là une méthode solide. À tous ces niveaux, donc, il s'agit de cultiver le sens de ce qui est, comme disent les stoïciens, approprié. En grec, on dit katekonta, et on traduit ça lourdement par devoir, mais je crois que le mot est inapproprié et renvoie trop à une notion de contrainte, souvent dépourvue de raison. Faire ce qui est approprié, c'est-à-dire ce qui convient, parce que c'est en accord avec la nature, à nous rendre heureux. La deuxième raison à laquelle j'ai été sensible, c'est la quête de la liberté, la quête d'une liberté intérieure. Au quotidien, le stoïcisme a été pour moi un encouragement à vivre une vie autonome, je veux dire autonome, qui se donne à elle-même sa propre loi, ses propres règles, affranchie des tutelles de toutes sortes, et notamment des autorités traditionnelles, du respect servile à la hiérarchie, la désignation de nos maîtres par le vote, la délégation de nos affaires de santé à des médecins, la délégation de nos missions éducatives à des institutions pédagogiques,
Voilà. Cultiver cette liberté intérieure. Et le fier exemple de Diogène n'a cessé de m'inspirer. La troisième raison, c'est une raison politique. Curieusement, j'ai toujours eu cette tentation politique. Et j'ai toujours su y résister. Pour cette raison essentielle que la paix est pour moi la chose la plus importante entre les hommes. Le stoïcisme a encouragé une politique de la paix. Marc Aurèle, lorsqu'il a été empereur, qu'il a régné sur ce qui était alors considéré comme la totalité du monde connu, non pas la totalité du monde, mais la totalité du monde connu, eh bien, cette philosophie de la paix, il l'a mise en œuvre concrètement dans sa politique. Non qu'il ne se soit pas battu, puisqu'il a vécu 15 ans sur le front du Nadum, mais il ne se battait que pour pacifier les frontières. La paix dans le monde est le cosmopolitisme, c'est-à-dire l'idée que nous sommes citoyens du monde, que nous sommes une goutte d'eau dans l'océan de l'humanité et plus largement une goutte d'eau dans l'océan d'énergie qu'est l'univers. Mais il y a là déjà dans ce cosmopolitisme une réponse qui me semble toujours d'actualité contre les replis nationalistes qui menacent aujourd'hui la planète, y compris la France. C'est un héritage de la philosophie cynique et Diogène, n'est-ce pas, est celui qui se disait le premier citoyen du monde. Alors il s'agit de se désidentifier. C'est difficile, mais ce n'est pas juste une... Vous voyez, donc ce n'est pas juste une posture intellectuelle comme ça, c'est un véritable travail, se désidentifier, apprendre à identifier les mécanismes d'identification qui génèrent tant de clivages malheureux dans le monde. On est de gauche, on est de droite, on est chrétien, on est musulman, on est... Et tous ces mécanismes d'identification sont autant de risques de clivage et de conflit. Le contraire de ce qui nous permet de faire un pas vers l'unité. Donc, évidemment, il n'est pas interdit d'avoir une identité. Mais il n'est pas non plus interdit de voir au-delà de son identité, de voir que cette identité ne suffit pas à nous identifier et qu'au fond nous sommes inidentifiables. Et que ce qui nous relie, même si c'est parfois difficile à dire, à cerner, à identifier, justement, est plus important que ce qui nous identifie et nous différencie. La troisième raison, c'est la simplicité. J'ai été très sensible par une espèce d'aversion récurrente contre la richesse, du fait des rencontres, du fait d'observations multiples sur lesquelles je passe ici. J'ai été très sensible à l'invitation récurrente que les stoïciens font de vivre le plus simplement possible. La simplicité comme critère infaillible de progression vers la sagesse. Bon, c'est ce qu'on peut appeler pauvreté volontaire, si l'on parle comme Majid Ranema, c'est la sobriété heureuse, si on parle comme Pierre Rabhi. Bref, c'est une variation sur le thème de la grande vertu, de la
grande vertu cardinale, l'une des 4 grandes vertus cardinales, la tempérance, qui est une invitation à vivre de toujours moins. Toujours moins. Le moins vaut toujours mieux que le plus. Donc c'est une réponse qui n'a pas perdu non plus de son actualité pour moi dans le monde d'aujourd'hui. C'est une réponse à l'avidité des doctrines capitalistes, du néolibéralisme, de tous les comportements cupides que flattent ces doctrines décevantes, qui n'ont pas rendu l'humanité plus heureuse, comme le montrent les statistiques des organisations de santé, et qui montrent que dans nos pays riches, nous sommes aussi les plus grands consommateurs de médicaments antidépresseurs, anxiolytiques, toutes sortes de médicaments psychotropes, qui montrent que nous avons besoin de nous anesthésier parce que cette vie de consommateur, cette vie de plaisir, non, ce n'est pas ça qui nous rendra heureux. Bien, la 5e raison, c'est l'amour. J'ai été sensible à l'encouragement que les stoïciens nous font d'aimer, de vivre dans l'amour. C'est simple, et évidemment, ça ne fait pas une carrière universitaire, mais ça fait une vie d'homme. Et ça fait toute la différence entre une vie humaine accomplie et une vie humaine qui serait simplement réduite à des objectifs de carrière. Je le dis et je le répète sans cesse, la philosophie, ce n'est pas simplement l'amour de la sagesse. C'est aussi la sagesse de l'amour. Il y a un amour sage et les stoïciens ont contribué à la définition du mode de vie qui y correspond. La science ou le sens de la bienveillance qui nous tourne vers les autres est une réponse qui n'a pas perdu de son actualité face à l'individualisme moderne, par exemple. On trouvait ça chez Marc Aurèle. Fais du bien aux hommes. Fais du bien aux hommes. Simplement. 6e, je crois que je suis aussi devenu stoïcien, où j'ai retrouvé dans le stoïcisme de quoi alimenter, enrichir, stimuler cet instinct de survie qui frémit à chaque fois que s'évoque devant moi la question du réchauffement climatique, la question de la 6e extinction biologique des espèces, la disparition prochaine d'un certain nombre d'espèces vivantes, animales, et de l'humanité elle-même. Donc, le goût de l'harmonie avec la nature, à travers la devise stoïcienne « homologumenos te fusei », vivre en harmonie avec la nature. Il me semble qu'on peut le prendre dans le contexte catastrophiste actuel comme une réponse à l'atrophie de notre sens écologique, qui était, je crois, donc jadis bien présent chez les anciens, chez les stoïciens en tout cas. Une réponse aux menaces de la 6e extinction biologique des espèces qui est en cours. Ce goût de la nature nous montre une direction exigeante. Et c'est une réponse que peu entendent, mais c'est une réponse au relâchement moral de la société de consommation, à l'irresponsabilité de l'hédonisme consumériste, qui nous invite à consommer, business as usual, continuer notre commerce et continuer de jouir des ressources de la planète comme d'habitude. Voilà, eh bien il y a une réponse à cette espèce de relâchement irresponsable, je crois, dans la
devise stoïcienne, si on veut bien l'entendre. Enfin, en tout cas, moi je l'y entends. Comme jadis, la réponse de Zénon offrait une fière alternative à ce qui, dans l'épicurisme, pouvait paraître un petit peu trop relâché. Voilà. J'ai aussi trouvé dans le stoïcisme de quoi encourager une culture ouverte et réconciliée. Le rationalisme stoïcien m'a semblé une réponse au rationalisme étriqué, à l'hyperspécialisation et au réductionnisme de la science moderne. Réduction du réel à la matière, réduction de la méthodologie rationaliste des sciences qui évacue la demande existentielle de sens, sauf exception comme chez de rares exceptions comme chez Jean-Jacques Charbonnier ou Jean Stone, mais enfin d'une manière générale les scientifiques sont encore adeptes de ce que nous appelons en philosophie des sciences un réductionnisme. C'est bien dommage, et le stoïcisme échappe évidemment à ce biais, à cette erreur, à ce rétrécissement. Il n'en est pas coupable. On y respire, on y respire. C'est aussi une réponse au fanatisme religieux de l'autre côté. C'est une réponse à l'opposition meurtrière de la foi et de la raison, de la science et de la religion. Bref, il me semble que le stoïcisme constitue une voie de conciliation des contraires. J'ai été sensible aussi à la beauté du regard sur le monde qui se dégage de la lecture de ses œuvres et de Marc Aurèle en particulier. Je crois que ce n'est pas pour rien, et je reprends en tout cas cette formule à mon compte, que Ernest Renan qualifiait ce texte de l'évangile de la philosophie. Oh, il y a une beauté et une éternité dans ce regard sur le monde. Voilà, j'y ai été sensible. Et ça m'a profondément, et ça continue de m'inspirer toujours aussi profondément. La beauté morale est une expérience esthétique incomparable. Le stoïcisme ne s'y résume pas, mais cette beauté fait partie et de l'expérience de vie stoïcienne. Le beau est un critère par lequel le bien se signale à nous. Il se manifeste quand le champ de conscience s'élargit, quand la pression des émotions se relâche, quand le daimon, le genius, quand les intermédiaires divins parviennent à nous aider à regarder d'en haut. C'est le thème bien connu de l'hyperphron, la grandeur d'âme qui nous permet de regarder les choses d'en haut. Donc ce ne sont pas les belles choses qui réjouissent le regard. Rien n'est en soi beau ni laid, en fait. C'est le regard de la grande âme qui embellit la vie. Certains disent que la distinction aujourd'hui n'est plus à faire entre la gauche et la droite, entre le socialisme et le libéralisme, mais entre ceux qui sont d'ici et ceux qui sont de nulle part.
il y a de nouveaux clivages dans cette post-modernité, dans ce monde de nomades mondialisés. Bien, je crois que le stoïcisme réconcilie encore tout ce beau monde. Le stoïcisme est à la fois une sagesse universelle et en même temps c'est une sagesse d'ici. Elle est à la fois universelle et méditerranéenne. Elle est universelle parce que, bon, elle est probablement l'héritière de l'influence qu'ont exercé, notamment sur Zénon de Citium, les discours, les relations qu'ont pu faire de leur passage en Inde les secrétaires des diadoques d'Alexandre. Donc il y a, à mon avis, manifestement dans cette philosophie grecque de profondes influences yogi, de profondes influences indiennes. Et c'est en même temps une philosophie profondément grecque qui s'est exprimée en grec, je dirais même jusqu'à Marc Aurèle, hein, qui, vous le savez, était un empereur romain, mais se parlait à lui-même lorsqu'il pensait, se parlait en grec. Bon, c'est une philosophie donc à la fois d'ici et de partout, hein, une philosophie locale et globale. On peut par exemple retrouver la plupart des objectifs et des méthodes proposées par les stoïciens dans la tradition bouddhiste, hein, ce qui tend à montrer qu'il existe une sagesse universelle à la source de laquelle le stoïcisme a puisé. Un ensemble de méthodes et d'objectifs qui ont été formulés mutatis mutandis par toutes les traditions, notamment les exercices du souffle, l'exercice d'une pensée sans jugement, l'exercice d'un regard d'en haut, et j'en passe. En même temps, avec le stoïcisme, nous restons fidèles à la mémoire de notre sol géographique. Nous n'avons pas besoin de fuir vers un ailleurs, pas d'exotisme, pas de fuite facile, pas de déracinement. L'essentiel a été formulé, je crois, partout sur Terre, y compris chez nous, et le stoïcisme en est un bon exemple. Il suffit de bien vouloir l'y retrouver. Bien, je terminerai sur une raison de mourir. Il y a dans le stoïcisme de quoi apprendre à vivre, à bien vivre. Et il y a aussi de quoi apprendre à mourir. Il y a de quoi apprendre à bien vivre parce qu'il y a de quoi apprendre à mourir. Je brode un peu sur le thème bien classique, mais auquel j'ai été sensible et qui n'a cessé de m'habiter. Ce thème de la philosophie comme exercice de la mort, comme apprentissage de la mort. Et j'ai toujours eu, très curieusement, alors que je n'ai pourtant jamais eu de si grave maladie, cette préoccupation constante de ne pas être dépossédé de ma vie, de ne pas être non plus dépossédé de ma mort. J'étais frappé par les lettres à Lucilius et chez Sénèque, par ce serein apprentissage de la mort, profondément frappé, profondément fasciné par ce serein apprentissage de la mort qui résonne avec le souci rilkéen d'avoir, comme le dit le poète, sa mort à soi. Dans un monde où la consommation d'images banalise la mort, à travers les films d'action par exemple, et qui la traite à la fois comme un tabou, puisqu'on finit sa vie dans des mouroirs calfeutrés au regard. Bon. Dans un monde où le corps mourant est aliéné par le pouvoir médical dans les hôpitaux, je pense à ma mort. J'y pense tous les jours. Et certaines expériences m'en préfigurent même le goût, sans angoisse. Ce sont des expériences ambiguës,
où il m'apparaît dans une claire obscurité que la mort n'est pas le contraire de la vie, mais seulement celui de la naissance. Et que cette mort se fera comme la naissance, par un passage très étroit, certes, mais ce n'est qu'un passage, et pas un terminus. Ce lent apprivoisement, ce que les stoïciens appellent préméditatio malorum, anticipation des maux, anticipation des épreuves, ça n'a jamais eu d'effet déprimant sur moi. Même quand ça s'est accompagné d'une profonde tristesse. Car ça peut s'accompagner, évidemment, d'une expérience de la tristesse que je ne réduirai pas comme Spinoza à une passion qui nous affaiblit, qui nous amoindrit, qui nous prive. Je crois que Spinoza, en ne comprenant pas le sens profond de la tristesse, c'est plutôt lui-même privé d'une expérience qui relève encore le bonheur, l'expérience du bonheur à laquelle on peut accéder. Mais enfin, ça c'est un autre débat peut-être, que j'ouvre avec Spinoza. Oui, il m'est pourtant arrivé d'être triste, et même triste à en mourir, car j'expérimente qu'il y a dans la tristesse d'avoir quitté ce monde quelque chose de bien vivant. Je vous donne donc mon argument contre Spinoza. Il y a dans la tristesse d'avoir quitté ce monde quelque chose de bien vivant et qui consiste sans doute dans la conscience, dans la prise de conscience que tout passe. Anicca, comme disent les bouddhistes. Pantarei, comme disent dans leur vocabulaire héraclitéen les stoïciens. Pantarei, tout coule, tout passe. C'est infiniment triste et infiniment beau. Donc le thème classique depuis Socrate de la philosophie comme apprentissage de la mort, l'effort pour entrer dans la mort les yeux ouverts, c'est bien pour moi, quoi qu'en dise encore Spinoza, une méditation de la vie elle-même, qui n'a pas de contraire. Il me relie, ce thème, il me relie à la source de ce qu'il y a de plus vivant en moi. Et c'est bien ce que Sénèque me semble expérimenter dans ses dernières lettres à Lucilius. Rien de morbide, au contraire, dans ces lettres. Voilà, toutes ces raisons de vivre en stoïcien ne sont pas seulement pour moi des raisons de vivre en philosophe, d'écrire des livres, ce que vous savez que je ne fais pas. Ce sont simplement des raisons de vivre et d'apprendre à mourir, de mourir pour vivre, et en attendant de mourir, pour bien vivre.